Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings de l'œuvre abordée dans cet épisode sont possession ambivalente, violence suggérée, conduite addictive, isolement, tension conjugale, troubles psychiques. Je resterai sobre, on parle voix, structure, éthique et réception. Il y a des livres qui ressemblent à une pièce où l'on aurait oublié une radio allumée dans la chambre voisine. On n'entend pas la musique, seulement le rythme. Comme Closer et De cela. On ouvre le roman persuadé d'entrer dans une histoire de possession. Et on comprend assez vite que le mot est moins une réponse qu'un piège tendu au lecteur. Sarah Gran ne nous offre pas l'appareil du genre, prêtre, latin, fumée, mais une série de gestes tellement ordinaires qu'ils finissent par déranger. Un bruit sec qui revient dans le mur, des rêves de bord de mer et de dents, des phrases qui sortent sans filtre, des achats que la main fait avant que la tête ne rattrape. Il y a bien un nom ancien qui circule, un démon à la biographie presque folklorique, mais il arrive comme arrive l'anecdote dans une soirée. On peut choisir d'y croire ou d'y voir la couverture raffinée d'un mouvement intérieur. Le texte, lui, tient les deux cordes sans trembler. Ce qui sidère d'abord, c'est l'économie. Une première personne nette, presque professionnelle, qui raconte les faits avec une précision tranquille. Travail d'architecte, appartement propre, compagnon qu'on aime assez, vie en ville où tout est accessible. Rien de gothique, aucune décoration excessive. Le fantastique se contente d'un centimètre de décalage. La perception glisse, une idée arrive trop vite, la morale se met à parler une langue plus brève. La phrase s'en tient aux faits. C'est le lecteur qui se met à trembler. Gran fait l'inverse de la démonstration. Elle retire, elle émonde, elle ne garde pas ce qui engage la responsabilité d'un jeu, J-E, aux prises avec une voix supplémentaire. Et ce jeu n'a rien d'une héroïne d'attirail. Elle est l'une d'entre nous. Avec ses compétences, son humour discret, sa manière de repousser ce qui la gêne de deux doigts et de sourire à ceux qui la connaissent mal. Très vite, on comprend que le roman n'oppose pas deux états, scène versus possédé, mais qu'il les superpose. Ce n'est pas une bascule, c'est un degré supplémentaire. Le texte ne change pas spectaculairement. Il se réchauffe à peine. On s'en rend compte à l'endroit où nos vies sont les plus vulnérables, les habitudes. On sait comment on rentre chez soi, comment on range les clés, comment on répond à un mail, comment on se lave les mains, quels mots on choisit pour dire non. Comme Closer ne sème pas de prodiges, il retouche ses habitudes à peine. Assez pour que leur précision se retourne contre nous. C'est là que la peur colle, dans cette sensation que notre personnalité, au fond, n'est que l'ensemble de nos micro-protocoles et que s'il change d'un cran, quelqu'un peut nous dire « tu n'es plus toi ». On pourrait croire que cette finesse demande une écriture psychologisante, saturée d'introspection. Gran fait le contraire. Elle refuse d'expliquer, elle refuse de diagnostiquer. Sa narratrice n'analyse pas ses pulsions, ou alors elle le fait comme on le fait vraiment, par touche, en passant, avec une lucidité intermittente qui n'empêche pas d'agir. Résultat, le roman tient un équilibre rare. Il n'infantilise pas son héroïne en lui collant une étiquette. Il ne la dédouane pas non plus. Il décrit, il laisse venir, il montre les conséquences. On est loin du voyeurisme. On est dans une éthique de l'attention où chaque petit déplacement de comportement mérite d'être pris au sérieux parce qu'il va coûter quelque chose à quelqu'un, à elle, à son compagnon, à ses collègues, à des inconnus. Ce qui installe l'inquiétude, c'est la manière dont la ville accompagne la dérive. Comme Closer est profondément urbain, les couloirs d'immeubles répercutent le tap-tap, comme une superstition technique. Les bars proposent des tensions banales qu'on peut désormais cueillir sans culpabilité. L'open space autorise tous les malentendus, la petite scène dont on se serait dispensé la veille.
L'urbanité devient un instrument de musique. On peut y jouer tard, seul, sans témoin stable. On n'a pas besoin d'un double fond dans un château. Il suffit de ce que nous offre le présent. Des espaces anonymes, des horaires flexibles, des inconnus qui ne verront jamais la suite de nos gestes. Dans ce paysage, une voix qui se déchausse à peine de ses scrupules peut se croire chez elle à toute heure. Gran ajoute un dispositif qui fait sourire avant de piquer. Les questionnaires intercalés. Avez-vous récemment, est-il arrivé que, avec ses cases à cocher et conclusions. D'un côté, on s'amuse de la parodie, de l'autre, on coche. Le texte nous attrape par une habitude contemporaine. La croyance d'un score, un test, une grille peut nous dire qui nous sommes. Le roman dédouble la scène de lecture. On lit plus seulement l'histoire d'une autre, on s'évalue à travers elle. C'est un coup de théâtre silencieux. À la place du prêtre, Gran installe la bureaucratie douce de l'autodiagnostic. Et c'est peut-être plus inquiétant. Notre époque confie ses peurs et ses désirs à des formulaires. Comme Closer les retourne pour nous mettre face à ce que nous acceptons de considérer comme preuve. On s'habitue mal au bruit. Au début, il inquiète, comme inquiète un bruit de canalisation trop présent. Bientôt, il devient l'étalon d'une présence acceptable. Le tapotement ne signale pas un démon, il signale la possibilité de rendre logique ce qui ne l'était pas la veille. La narratrice commence à penser plus vite que ses scrupules. Elle ose des phrases qu'elle n'aurait pas osées, elle prend des objets qu'elle n'aurait pas pris, elle répond à des envies qu'elle aurait négociées. La pente est douce, c'est pour cela qu'elle tient. On n'est pas témoin d'une crise, on assiste à l'érosion des délais entre désir et acte. Si l'on voulait un seul thématique pour la lecture, ce serait celui-là, une accélération. Pas un emballement, pas une hystérie, une accélération satisfaite d'elle-même, comme si le corps découvrait une manière plus efficace d'être au monde. Beaucoup de récits de possession ont servi, historiquement, à parler du féminin par la négative. On posait un cadre et tout ce qui débordait, colère, sexualité, autodétermination, passait sous emprise. Gran le sait et elle évite le piège. Elle écrit une femme qui n'a pas besoin d'un masque pour exister. Elle travaille, elle décide, elle désire déjà. La possession ne lui donne pas une identité. Elle propose un monde sans médiation. La différence semble subtile, elle est décisive. Le roman n'enseigne pas que le démon libère. Il montre que le démon approuve, qu'il retire les tampons, qu'il tamponne oui sur des gestes que l'on met d'habitude en débat. C'est une philosophie morale à l'emporte-pièce. Le monde devient obstacle ou proie. Dès qu'on accepte cette grammaire, tout s'aligne. La petite vengeance professionnelle paraît logique, l'adultère semble hygiénique, l'achat compulsif devient récompense et l'insulte devient vérité. Et pourtant, le texte ne glisse pas dans un pamphlet. Il reconnaît la joie qu'il y a à ne plus négocier avec tout. Et c'est cette honnêteté qui rend la lecture vulnérable. On comprend la tension, on en devine le coup. Le couple du roman est écrit sans mépris. Pas de caricature du compagnon terne, opposé à la flamboyance de la femme libérée. Il y a de la tendresse, de l'usure, d'éthique, des ras-le-bol, des percées de vrai amour et de cécité ordinaire. L'un ne voit pas à quel point l'autre se bat pour ne pas nommer ce qui bouge. L'autre feint de croire que les choses vont passer. Le livre s'intéresse moins au couple comme romance qu'au couple comme baromètre. L'augmentation du oui intérieur déforme les indications. On ne lit pas la rupture comme un événement sensoriel, mais comme une conséquence, presque admirative de la nouvelle loi. Il y a une justesse dans la manière dont la violence possible est tenue à distance, écrite par conséquence, jamais par l'image. Dans le travail, la pente est la même. On voit comment une femme comme la narratrice, respectée pour sa précision et sa fiabilité, peut en quelques semaines devenir quelqu'un qui franchit des limites qu'elle se vantait de ne pas dépasser. On n'a pas besoin d'un grand scandale, il suffit d'une série de petits arrangements avec son propre code. C'est là que Gran est impitoyable et tendre à la fois. Elle sait de quoi est fait la fierté des métiers qui produisent du concret, des plans et des espaces. Elle montre comment cette fierté tournée de travers se convertit en dédain pour ceux qui n'en sont pas. Le démon ici se contente d'applaudir. Il souffle dans une voile qui était déjà gonflée. Reste la question centrale, celle que le roman refuse de trancher pour nous. Y a-t-il quelque chose au-delà de la psyché et de la sociologie ? Les indices abondent, mais ils ne marchent jamais comme des preuves. Il y a un nom ancien, il y a des savoirs de seconde main, il y a des effets que l'on pourrait dire objectifs,
Et il y a la possibilité que tout soit vrai à la manière d'un mythe utile, une forme pour dire ce qu'on n'ose pas formuler autrement, une fiction qui ordonne des impulsions contradictoires. Le livre fait un geste rare, il nous tient au plus près d'un jeu qui décide à la place de décider. Et ce jeu, comme nous tous, se raconte des histoires pour ne pas mourir de honte. Qu'un ancien s'invite à cette table, c'est à la fois une chance et une démission. Gran veille à ce que ni la chance ni la démission ne l'emportent entièrement. De là vient la vibration qui reste après lecture. Il y a un humour froid qui traverse les pages, discret mais jamais cruel. On rit d'un questionnaire qui nous veut du bien, d'un thérapeute qui a les mots mais pas toujours la prise, d'une explication rationnelle qui tombe au moment exact où elle devient la plus inutile, d'une coïncidence totalement pratique qu'elle en devient presque polie. Ce rire n'évacue rien, il installe une complicité. On se sait pris, on sourit quand même, parce que l'écriture ne surjoue pas. Le livre nous parle comme on parle à un ami qui va trop loin et qu'on aime trop pour se draper dans la morale. On plaisante pour rester à côté, on garde un coin de table prêt à l'accueillir s'il revient. La ville, encore, c'est elle la grande complice, parce qu'elle propose des seuils en série. On peut y être autre sans se justifier, passer d'un bar cadré à un trottoir désert, d'un Uber à un escalier de secours, d'une salle de réunion à une chambre d'hôtel. Le roman en tire une puissance de hors-champ. Les scènes s'achèvent souvent avant le climax attendu, et elles reprennent après dans le calme relatif. L'effet psychique est précis, nous vivons dans l'après-coup. Ce qu'on a manqué nous appartient plus sûrement que ce qu'on nous détaillerait. Gran tord l'économie du genre pour l'ajuster à notre moralité moderne. Ce qui fait mal, ce ne sont pas les coups, ce sont les conséquences qu'on devra porter avec son propre prénom. L'un des choix les plus fins du livre est de ne pas transformer la narratrice en monstre d'un bloc. Elle n'est jamais plus qu'elle-même. Elle ne grandit pas avec des cornes, elle ne débite pas des oracles, elle ne devient pas l'agent d'un plan cosmique. Elle devient l'agent d'une logique égoïste, locale, presque artisanale. Je fais parce que je peux, parce que cela m'est naturel au moment où je le fais. L'horreur s'infiltre ici. L'idée que le mal le plus efficace ne demande pas de dérogation aux lois de la nature. Il demande d'ôter les freins d'usine. Cette ligne n'a rien de spectaculaire, et c'est pour ça qu'elle tient au réel. On ne referme pas le roman avec l'idée qu'on a croisé l'autre absolu. On le referme avec la peur de ce qui, en nous, pourrait signer les mêmes formulaires si l'occasion se présentait. On peut lire Come Closer comme un portrait de la colère qu'on a longtemps prié de se taire. Ce n'est pas une colère grandiloquente, c'est une énergie stockée, polie par des années de civilité, de ménage, de compromis. Lorsqu'elle trouve un cadre narratif qui l'autorise, elle devient efficace, presque rationnelle. Le texte ne la méprise pas, il la connaît, il lui donne de bons moments, des pages où l'on comprend que l'humiliation d'hier cherchait sa réponse. Et puis il note, sans leçon, les dégâts. La colère pure ne voit plus l'autre, elle le classe. Elle ne veut plus entendre que, dans la pièce d'en face, quelqu'un suait pour maintenir une forme de paix. L'amour n'est pas héroïque dans Come Closer, il est ordinaire, déjà fatigué, et c'est peut-être pour ça qu'il perd. Il existe au cœur du livre quelque chose comme un pacte. La narratrice n'en signe jamais un seul avec un sang théâtral, elle l'acquiesce par épisode. On dirait un abonnement. Gratuit au début, puis payant, puis difficile à réaliser. Les conduites affectives s'alignent avec cette dynamique. Tout ce que l'époque aime appeler dopamine et récompense immédiate trouvent ici des images propres. L'achat, le sexe, le pouvoir à petite dose, la transgression minuscule mais respectée. Le roman n'ironise pas sur la science du cerveau de magazine. Il n'en a pas besoin. Il montre que nous vivons déjà avec ces schémas et qu'une voix qui liste nos envies mieux que nous est une voix dangereuse, qu'elle vienne de l'enfer ou des réseaux sociaux. Le livre joue beaucoup avec la honte. Pas la honte spectaculaire, pas celle qui écrase, la honte au milligramme. On la voit, on la boit, on la détourne. Elle passe par le rire, par l'affectation, par le déni. Gramme a l'intelligence de ne pas nous offrir la catharsis facile. Le moment de contrition n'arrive pas au bon endroit. Personne ne s'agenouille au centre de la scène avec un projecteur blanc. Les regards, quand ils arrivent, sont privés et inutiles. Ils n'empêchent pas la répétition.
C'est une manière de dire la modernité de la faute. Nous sommes devenus des spécialistes de l'aveu sans conséquence. Comme Closer oppose à cette compétence la brutalité d'une décision finale qui n'absout rien et qui surtout ne vous laisse pas avec le confort d'une morale. La fin ne demande pas de choisir une explication unique. Elle demande d'admettre que le jeu qui nous parlait a franchi des portes qu'il ne pourra pas entièrement refermer. Le démon nommé parce qu'il est nommé prête à sourire si l'on cherche le folklore. Sa biographie tient en quelques lignes et on pourrait croire à une coquetterie de l'autrice, un clin d'œil. Ce serait rater l'effet. Nommer ici, c'est offrir une forme, une poignée. Beaucoup de personnes racontent leur vie à l'aide d'étiquettes. Burnout, TDA, pervers narcissique, enfant intérieur, etc. Ces mots servent, ils circulent, ils simplifient, ils ordonnent. Graham place dans cette circulation un mot qui ne vient d'aucune brochure. Il a la force des vieux noms, il ne s'explique pas, il décide. Il devient un miroir où l'héroïne peut regarder ses actes avec moins d'angoisse. C'est lui, pas moi. C'est lui et moi. C'est lui à travers moi. Le choix du lexique ne règle rien, il l'encadre. Et c'est peut-être la compréhension la plus fine que le roman propose. Les mots avec lesquels nous nous expliquons n'ont pas vocation à nous sauver. Ils dessinent la pièce. Le roman touche à une autre corde, plus politique, le soin. On croise des professionnels, des protocoles, des intentions. Personne n'est ridiculisé, personne n'est héroïsé non plus. Le livre montre surtout la granularité du soin contemporain. Rendez-vous pris trop tard, écoute sincère mais limitée, conseils raisonnables qui n'atteignent pas les zones où ça brûle vraiment. On ne sort pas avec l'idée que la psychiatrie ne sert à rien ou que l'ésotérisme a tout prévu. On sort avec une mélancolie plus utile. Le réel n'entre pas facilement dans les cabinets et le langage clinique, même prudent, ne sait pas quoi faire d'une voix qui a un nom et qui promet d'avancer. Le roman refuse le procès, il constate le décalage. Et puis, il y a la matière, l'appartement, le mobilier, les vêtements, les objets qu'on se donne parce qu'on s'aime et ceux qu'on se donne pour signaler qu'on se respecte. Comme Closer réussit une chose très rare, il écrit la possession comme une mise en désordre du rapport aux choses. On garde, on jette, on remplace, on se venge sur des objets parce qu'ils sont à portée et qu'ils ne ripostent pas. La maison devient un tableau de bord affectif où les aiguilles dansent. On suit la trajectoire d'une tasse, d'un parfum, d'un bijou, et cette petite géographie suffit à raconter des scènes entières. Rien ne se passe et tout s'effondre. On ne peut pas être plus fidèle au quotidien. On entend parfois que le roman est mince. Il l'est, mais de la bonne manière. Il ne confond pas importance et volume. Il sait que notre époque est saturée d'explications, de billets d'analyse, et il choisit de ne pas en rajouter. Il prend acte de nos vies de lecture fragmentées et il en tire une esthétique. Les chapitres brefs ne sont pas un gadget. Ils correspondent à la façon dont nos connaissances désormais se décident. On n'attend pas demain pour trancher. On tranche sur un trottoir entre deux notifications. Le roman, sans l'énoncer, s'adapte à ce rythme et il le rend responsable de ses personnages. Si on lisait comme Closer à voix haute, on sentirait le scan du monde actuel, un infarctus de petites décisions. Qu'est-ce qu'on emporte une fois le livre refermé? Pas une morale, plutôt une alerte douce, une inquiétude devant ces phrases qui viennent toutes seules, ces phrases très courtes, très justes, très efficaces, qui nous arrangent et nous dispensent. On se surprend à les surveiller après coup. Est-ce que c'était moi qui ai parlé? Est-ce que c'était la version de moi qui n'a plus besoin des autres? On se surprend à écouter nos bruits domestiques, à hésiter entre nommer un tapotement et l'ignorer. On pense au questionnaire qu'on a réellement rempli en ligne, par jeu, et à l'air de vérité qu'il donne à nos tentations. Le roman réussit ce tour. Il politise sans slogan. Il dit quelque chose de notre manière contemporaine d'accueillir une voix dans nos têtes. Qu'elle s'appelle productivité, empowerment, self-care ou ici, d'un nom plus ancien, ce n'est pas un procès de l'autonomie. C'est une méfiance envers l'autonomie déliée de toute altérité. C'est aussi une méfiance envers les récits de rédemption. Comme Closer n'offre pas la scène où on se reprend en main avec un carnet flambant neuf. Il ne propose pas l'image où l'on redevient soi. Il maintient une ambiguïté qui, pour certains, peut frustrer. Mais cette frustration est à la mesure de ce qu'il décrit. Il n'y a pas d'endroit neutre où se replacer. Il ne reste qu'à reconnaître ce qui a été fait et vivre avec ce savoir.
En filigrane, on entend l'histoire d'une classe moyenne urbaine qui croyait tenir ses paramètres et qui découvre qu'ils tiennent sans elle. Travail créatif avec résonance mesurable, couple stable, appartement organisé, plaisir choisi, amitié qui ont des horaires. La voix qui entre dans cette stabilité ne détruit pas les murs, elle amplifie les chemins, elle accélère la maison comme on accélère une machine. La chaleur vient plus vite, les lumières s'allument sans que les doigts n'aient touché le bouton et, tôt ou tard, quelque chose crame. Sarah Gran observe le feu sans jouer aux pompiers et sans brandir une torche. Cette retenue en fait son élégance. On aurait pu imaginer une fin qui explique. Elle n'arrive pas. À la place, un sentiment d'inévitable calme. Pas de renversement spectaculaire, pas d'exorcisme, pas de miracle. Une position, parfois presque politique, accepter de ne pas trancher devant le lecteur pour préserver la vérité du mouvement. C'est un choix exigeant. Il oblige le lecteur à reposer le livre avec un reste de travail intérieur. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. On sait ce que la voix a produit et ce que la première personne a consenti à être. Pour beaucoup d'entre nous, c'est suffisant et c'est peut-être plus honnête. Si l'on voulait tout de même ranger comme closer dans une famille, on dirait qu'il converse avec le texte où l'ambiguïté est tenue sans perdre le sens. Les hantises polies de Jackson, les familles qui s'épuisent chez Flynn, les mises en doute de Tremblay, certains courts récits de Kierman où la ville devient un instrument avant, mais la parenté n'épuise pas la singularité. Gran a trouvé la longueur exacte, la température exacte et la distance exacte. Le livre est court, mais il occupe longtemps. C'est le signe en général qu'on a été pris au bon endroit et que la littérature a fait ce qu'elle sait faire quand elle est en forme, déplacer une habitude et nous forcer à vivre avec une nouvelle inclinaison. Alors, possession ou libération, la question ouvre le roman, elle ne le ferme pas. La seule réponse qui vaille se glisse entre les lignes. Et si c'était les deux? Et si cette chose qui s'est installée avait libéré ce qui, en nous, travaille depuis des années pour être entendu? Et si la libération prise au pied de la lettre ressemblait à une possession que personne, dehors, ne pouvait plus faire la différence? On laisse cette hypothèse tourner et on se remet à notre propre bruit intérieur, attentif à la manière dont il s'accorde au monde. Si on tend l'oreille, on entend peut-être, très loin, un tapotement. Rien de spectaculaire, juste assez pour se rappeler que nous ne parlons jamais seuls, même quand notre voix sur la page dit « je » avec aplomb. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode consacré à Sarah Gran et son roman Comme Closer. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si tu souhaites poursuivre le débat avec moi, retrouve-moi sur Instagram à 50 nuances d'horreur. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.